Bonsoir et bienvenue au journal télévisé de la 3e chaîne, ici Émilie Granger et aujourd'hui nous sommes le 10 juin, mardi, bonjour. Ce titre reflète la fermeté de la Smithsonian Institution face aux allégations de l'ancien président Donald Trump selon lesquelles il aurait limogé Kim Sajai, directrice de la National Portrait Gallery. Malgré les affirmations de Trump, le conseil d'administration du Smithsonian a précisé que toutes les décisions relatives au personnel relèvent de l'autorité du secrétaire Lonnie G. Bunch III, sous la supervision du conseil, et non du président. Le conseil a réaffirmé son engagement à préserver la mission impartiale et l'intégrité scientifique de l'institution. Cette évolution s'inscrit dans un contexte plus large où le président Trump a tenté d'influencer les institutions culturelles. En mars 2025, il a signé le décret 14253, intitulé « Rétablir la vérité et la raison dans l'histoire américaine », qui visait à remodeler la manière dont le Smithsonian traite des valeurs américaines et à supprimer de ses collections ce qu'il considérait comme une idéologie inappropriée. La réponse du Smithsonian souligne sa structure de gouvernance de longue date, qui comprend un conseil d'administration composé de membres des 3 branches du gouvernement, offrant une protection significative contre toute ingérence de l'exécutif. La haute représentante pour les affaires de désarmement, Izumi Nakamitsu, a déclaré qu'avec l'émergence d'une nouvelle réalité politique en Syrie, il existe une opportunité importante d'obtenir des clarifications attendues depuis longtemps sur l'étendue et la portée du programme d'armes chimiques syrien et de normaliser les relations entre la Syrie et l'OIAC. I now give the floor to Ms. Izumi Nakamitsu. Thank you very much, Madam President. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité. Je remercie les membres du Conseil de me donner l'occasion de vous informer une fois de plus de la mise en œuvre de la résolution 2118 du Conseil de sécurité sur l'élimination du programme d'armes chimiques de la République arabe syrienne depuis le dernier examen de cette question par le Conseil et conformément à la pratique établie. Le Bureau des affaires de désarmement est en contact régulier avec ses homologues du secrétariat technique de l'OIAC concernant les activités liées à la résolution 2118, Madame la Présidente. Depuis la dernière réunion du Conseil sur cette question, nous avons continué d'observer l'émergence d'une nouvelle réalité politique en Syrie, comme je l'ai déjà souligné. Cette nouvelle réalité offre une occasion importante d'obtenir des éclaircissements attendus depuis longtemps sur l'étendue et la portée du programme d'armes chimiques syrien, afin de débarrasser le pays de toutes ses armes chimiques, de normaliser les relations entre la Syrie et l'OIAC et d'assurer le respect à long terme de ses engagements. Concernant la Convention sur les armes chimiques, veuillez m'excuser. Comme indiqué depuis plus de 10 ans, le secrétariat technique de l'OIAC n'a pas été en mesure de confirmer l'exactitude et l'exhaustivité de la déclaration soumise par les précédentes autorités syriennes, faute d'informations suffisamment inexactes. Au cours des 11 dernières années, l'OIAC a signalé un total de 26 questions en suspens concernant la déclaration syrienne, dont 19 restent non résolues. Le secrétariat technique de l'OIAC a indiqué que le contenu de ces 19 questions en suspens demeure très préoccupant, car il s'agit de grandes quantités d'agents de guerre chimiques et de munitions chimiques potentiellement non déclarées ou non vérifiées. Madame la Présidente, à cet égard, je salue le dialogue continu des autorités syriennes intérimaires avec l'OIAC pour régler les questions en suspens concernant le dossier syrien des armes chimiques. Lors de la dernière réunion du Conseil de sécurité sur cette question, une équipe d'experts en chimie du secrétariat technique de l'OIAC se préparait à être déployée. Déployée à Damas pour entamer les travaux d'établissement de la présence physique permanente de l'OIAC en Syrie et pour commencer à planifier conjointement les déploiements sur les sites d'armes chimiques. Je suis heureux d'annoncer que ce déploiement s'est déroulé du 12 au 21 mars. Un deuxième déploiement s'est également achevé du 14 au 25 avril et que le secrétariat technique de l'OIAC prépare actuellement son prochain déploiement en République arabe syrienne.
L'objectif des déploiements effectués à ce jour était de mener les activités nécessaires à l'établissement de la mission de l'OIAC en République arabe syrienne, de procéder à des visites de sites et d'interroger le personnel connaissant le programme syrien d'armes chimiques. Lors du premier déploiement, l'équipe de l'OIAC a pu effectuer des visites initiales sur 5 sites à Damas et dans ses environs, notamment les installations de Barza et de Jamaraya du Centre d'études et de recherche scientifique SSARC. Lors du deuxième déploiement, 7 sites ont été visités, conformément à la liste des priorités du secrétariat technique de l'OIAC. L'accessibilité des lieux. Des échantillons ont également été prélevés dans l'un des sites visités, que les laboratoires désignés par l'OIAC analysent actuellement lors de leur dernière visite. En avril, l'équipe de l'OIAC a également rencontré des représentants des autorités syriennes proches, notamment le nouveau directeur général du Centre d'études et de recherche scientifique, SSARC, et son Excellence Assad Hassan al-Shabani, ministre des Affaires étrangères par intérim de la République arabe syrienne. L'équipe de l'OIAC a également tenu une réunion technique avec 2 experts syriens et recueilli de nouvelles informations qui n'avaient pas été révélées auparavant par les anciennes autorités syriennes. Madame la Présidente, l'OIAC a souligné que, pour les 2 déploiements, les autorités syriennes intérimaires ont apporté tout le soutien nécessaire aux activités de l'équipe de l'OIAC, notamment un accès sans entrave aux sites et aux personnes en Syrie, l'assurance des visas et les escortes de sécurité pour les activités sur le terrain. Des discussions ont également eu lieu sur les exigences relatives à la sécurité, conduite des futures activités de l'OIAC en Syrie et planification des mesures nécessaires pour faciliter ces activités. Madame la Présidente, le secrétariat technique de l'OIAC reste déterminé à s'acquitter de son mandat visant à vérifier la pleine mise en œuvre par la République arabe syrienne de toutes les obligations de déclaration prévues par la Convention sur les armes chimiques, les décisions des organes directeurs de l'OIAC et, bien sûr, les résolutions du Conseil de sécurité. L'engagement des nouvelles autorités syriennes à coopérer pleinement et en toute transparence avec le secrétariat technique de l'OIAC est louable. Cependant, la tâche à venir ne sera pas aisée et nécessitera le soutien de la communauté internationale. Le secrétariat technique de l'OIAC a constamment souligné l'importance d'un soutien et de ressources supplémentaires de la part des États parties à la CIAC et des acteurs internationaux concernés pour accomplir les tâches nécessaires à l'élimination de la menace. Syrie de toutes les armes chimiques et mener d'autres activités mandatées, telles que l'aide au renforcement des capacités pour prévenir la réapparition et la prolifération des armes chimiques, ainsi que la formation et l'équipement pour permettre à l'autorité nationale syrienne de répondre et d'enquêter efficacement sur les problèmes et incidents liés aux armes chimiques. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, j'exhorte une fois de plus les membres de ce Conseil à s'unir et à faire preuve de leadership en fournissant le soutien nécessaire à cet effort sans précédent. Les Nations unies sont prêtes à apporter leur soutien et continueront de faire leur part pour faire respecter la norme interdisant l'utilisation d'armes chimiques, où que ce soit et à tout moment. Je vous remercie vivement pour votre soutien. I once again urge the members of this Council to unite and show leadership in providing the support that this unprecedented effort will require. The United Nations stands ready to support and will continue to do our part to uphold the norm against the use of chemical weapons anywhere at any time. I thank you very much for your Aujourd'hui, lors de la conférence de presse de l'UCL, Jérôme Laurent et son ami Denise Garnier présenteront un discours sur les contributions apportées par les efforts de provisionnement renforcent les plans tarifaires de la conférence océanique. Ce discours sera commenté par un reportage vidéo. Lors d'une récente conférence de presse à l'UCL, Jérôme Laurent, expert en politique environnementale, et sa collègue Denise Garnier,
biologistes marines, ont engagé un dialogue enrichissant sur la déclaration intitulée « Les efforts de provisionnement renforcent les plans tarifaires de la Conférence sur les océans ». Ils ont examiné comment des efforts de provisionnement ciblés renforcent l'efficacité des cadres tarifaires conçus pour promouvoir une gestion durable des océans. Jérôme a souligné l'importance cruciale de la coordination des ressources internationales et du renforcement des capacités, en particulier pour les pays en développement et les pays insulaires vulnérables, afin de garantir que les régimes tarifaires soient à la fois scientifiquement fondés et économiquement équitables. Denise Garnier a mis l'accent sur la dimension écologique, soulignant que des tarifs bien étayés sont essentiels à la protection de la biodiversité marine tout en soutenant les communautés côtières tributaires des ressources océaniques. Mesdames et messieurs, chers collègues et membres distingués de la presse. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'aborder une question d'une importance capitale pour la gouvernance maritime mondiale et la gestion durable des océans, le renforcement des plans tarifaires dans le cadre de la Conférence des océans, rendu possible grâce à des efforts de provision ciblés et stratégiques. La Conférence des océans, plateforme internationale dédiée à la promotion des objectifs de développement durable liés aux océans, reconnaît depuis longtemps le rôle crucial que jouent les politiques tarifaires efficaces pour concilier croissance économique et protection environnementale. Les tarifs, dans ce contexte, ne sont pas de simples instruments financiers, mais bien des mécanismes essentiels qui influencent la santé des écosystèmes marins, les moyens de subsistance des communautés côtières, ainsi que les ambitions globales de résilience climatique et de conservation de la biodiversité. Les efforts de provision, entendus comme l'allocation délibérée et coordonnée de ressources, d'expertise et de soutien réglementaire, sont devenus la pierre angulaire du renforcement des cadres tarifaires établis lors de la Conférence des océans. Ces efforts permettent de traduire les grandes visions politiques en stratégies concrètes et applicables, garantissant ainsi que les tarifs soient à la fois équitables et efficaces. Par ailleurs, les efforts de provision favorisent l'harmonisation des politiques tarifaires entre différentes juridictions, évitant ainsi les risques de fragmentation réglementaire et de distorsions économiques. L'océan est une ressource commune dépassant les frontières nationales, et des approches tarifaires non coordonnées peuvent engendrer des désavantages concurrentiels et des échappatoires contraires aux objectifs de conservation. Par le biais d'engagements diplomatiques, d'ateliers de renforcement des capacités et de plateformes partagées d'échange de données, les efforts de provision encouragent la collaboration et la compréhension mutuelle, assurant ainsi que les plans tarifaires soient cohérents, transparents et mutuellement renforcés. Un autre aspect essentiel est l'intégration de l'équité sociale dans les stratégies tarifaires, un volet que les efforts de provision soutiennent activement. L'économie océanique nourrit des millions de personnes à travers le monde, dont beaucoup dépendent de la pêche artisanale et des activités maritimes traditionnelles. Des tarifs négligents ces dynamiques sociales risquent d'accentuer les inégalités et de susciter la résistance des communautés locales. Les efforts de provision, en favorisant la participation des parties prenantes et le dialogue inclusif, contribuent à adapter les mécanismes tarifaires afin de protéger les populations vulnérables tout en promouvant des opportunités économiques durables. En outre, les efforts de provision permettent de mettre en place des mécanismes rigoureux de suivi et d'application, indispensables à la crédibilité et au succès des plans tarifaires. Sans système fiable de contrôle et d'évaluation des résultats environnementaux, les tarifs risquent de rester des symboles sans effet concret. Les investissements dans la surveillance par satellite, les technologies de télédétection et les cadres de rapports transparents souvent financés et coordonnés par les efforts de provision constituent l'épine dorsale de la responsabilité et de l'amélioration continue. Il est également essentiel de souligner que les efforts de provision soutiennent la gestion adaptative des politiques tarifaires, en tenant compte de la nature dynamique et souvent imprévisible des écosystèmes marins et des marchés mondiaux. À mesure que de nouvelles données scientifiques émergent et que les conditions économiques évoluent, les plans tarifaires doivent rester flexibles et réactifs. Les ressources allouées par ces efforts garantissent la poursuite de la recherche, des revues politiques et de la concertation avec les parties prenantes pour ajuster les tarifs et accroître leur efficacité au fil du temps. Enfin, les efforts de provision catalysent l'innovation en encourageant les projets pilotes et les approches expérimentales au sein des cadres tarifaires. Qu'il s'agisse de l'introduction d'instruments de marché tels que les obligations bleues, de modèles de tarification dynamique liés à des indicateurs de santé des écosystèmes, ou de redevances intégrées de gestion océanique, ces initiatives testent des idées novatrices susceptibles d'être étendues en cas de succès.
Cette innovation est cruciale pour relever des défis complexes tels que le changement climatique, la pollution marine et la perte de biodiversité dans un monde en rapide mutation. En conclusion, les efforts de provision ne sont pas accessoires ni secondaires au plan tarifaire de la Conférence des océans, ils en constituent le socle fondamental. Ils transforment l'ambition en action, la théorie en pratique, l'intention en impact. En renforçant les capacités techniques, en harmonisant les politiques, en intégrant l'équité sociale, en améliorant l'application, en favorisant la gestion adaptative et en stimulant l'innovation, les efforts de provision fournissent la structure indispensable pour que les tarifs remplissent leur vocation ultime, préserver l'océan pour les générations présentes et futures. Alors que la Conférence des océans poursuit ses avancées, il est impératif que les efforts de provision restent robustes, bien financés et stratégiquement alignés avec les priorités mondiales en évolution. L'océan est un patrimoine commun inestimable, et c'est par des efforts concertés et bien dotés que nous pourrons réaliser pleinement le potentiel transformateur des plans tarifaires en faveur du développement durable, de la résilience climatique et de la santé des océans. Je vous remercie. Ensemble, ils ont exploré comment les efforts de provisionnement permettent l'harmonisation des politiques, améliorent leur application grâce à l'innovation technologique et intègrent l'équité sociale dans les instruments économiques. Leur discussion a souligné la nature adaptative des plans tarifaires face à l'évolution des conditions environnementales et du marché. Enfin, Jérôme et Denise ont affirmé que sans effort de provisionnement robuste, les politiques tarifaires risquent de rester inefficaces. Leur échange a appelé à un investissement et une collaboration mondiaux soutenus afin de garantir que les ambitions de la Conférence sur les océans se traduisent par des progrès tangibles pour la santé et la résilience des océans. Chaîne de télévision française 3, le jour de l'information. Dans le cadre d'une intensification significative de la réponse fédérale aux manifestations contre l'immigration à Los Angeles, le Pentagone a déployé environ 700 marines du 2e bataillon, 7e marine, 1re division des marines, pour assister les plus de 2100 soldats de la garde nationale déjà stationnés dans la ville. Il s'agit du premier déploiement de marines en service actif dans une ville américaine depuis plus de 3 décennies. Ce déploiement fait suite aux manifestations déclenchées par les récentes opérations de l'Immigration and Customs Enforcement, ICE, des États-Unis, qui ont abouti à l'arrestation de milliers d'immigrants sans papier, dont des responsables communautaires. Si la majorité des manifestations sont restées pacifiques, certaines ont dégénéré en affrontements près de bâtiments fédéraux, suscitant des inquiétudes quant à la sécurité du personnel et des biens fédéraux. Les marines sont équipées d'armes de service standard, d'équipements de protection et de boucliers, mais il leur est interdit de porter des gaz lacrymogènes. Ils sont autorisés à agir en état de légitime défense et à protéger les biens et le personnel fédéraux, y compris les agents de l'ICE. Cependant, l'utilisation de tirs de sommation est explicitement interdite et les troupes ont pour instruction de désamorcer la situation autant que possible. Ce déploiement a suscité des critiques de la part des autorités californiennes, notamment du gouverneur Gavin Newsom et de la maire de Los Angeles Karen Bass, qui estiment que cette mesure constitue un abus de pouvoir de l'autorité fédérale et porte atteinte à la souveraineté de l'État. En réponse, la Californie a intenté une action en justice contre le gouvernement fédéral, contestant la légalité du déploiement. À mesure que la situation évolue, la présence de forces militaires à Los Angeles continue de soulever des questions quant au rôle approprié de l'armée dans le maintien de l'ordre national et à l'équilibre entre l'autorité fédérale et les droits des États. L'article de CNN intitulé « Pete Hegseth confronté à de vives questions du Congrès sur le déploiement de troupes à Los Angeles et le chaos du Pentagone » présente un compte-rendu détaillé du témoignage du secrétaire à la Défense Pete Hegseth devant le Congrès le 10 juin 2025. Lors de son audition, M. Hegseth a été interrogé sur le déploiement de troupes de la Garde nationale et de marine à Los Angeles dans le contexte des manifestations contre l'immigration, ainsi que sur d'autres controverses entourant sa direction au Pentagone. Les législateurs ont exprimé leurs inquiétudes quant à la légalité et au coût du déploiement, estimé à 134 millions de dollars, et ont examiné la gestion par M. Hegseth de diverses initiatives de défense. L'article met en lumière les critiques bipartites auxquelles M. Hegseth a été confronté et leurs implications plus larges pour l'orientation du ministère de la Défense sous sa direction. Merci beaucoup d'avoir regardé les nouvelles d'aujourd'hui. Ici Émilie Granger, je vous quitte, et le prochain journal sera sur le même sujet demain. Passez une bonne journée et bonne nuit.
Le sponsor de l'exposition est MC Donald France. Le sponsor de l'exposition est Service de nettoyage Monsieur Propre. Découvrez notre tout nouveau Mac Baguette, uniquement disponible en France. Vous avez l'impression que la graisse se répand partout dans votre cuisine? Eh bien, regardez de plus près, elle n'est pas seule. En réalité, la graisse forme un cocon protecteur qui permet aux bactéries de se développer rapidement. Nouveau Monsieur Propre, Flash Propreté. Dissout rapidement la graisse, tout en éliminant 99,9% des bactéries et le virus de la Covid-19. Pour des surfaces impeccablement propres et saines, tous les jours, sans effort. C'est ça, la propreté de Monsieur Propre. Monsieur Propre.